Et salut les yogistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CBU, c'est-à-dire comment bien utiliser un petit hors-série aujourd'hui pour vous parler des différents formats de jeux qui existent dans Yu-Gi-Oh! Alors il y en a vraiment énormément, mais je vais m'attarder sur les officiels et les plus connus de la communauté. Cette vidéo sera donc découpée en deux parties. La première partie donc sera sur les formats officiels, qu'on peut retrouver en boutique, et la deuxième partie sera sur les formats coup de cœur de la communauté et les plus appréciés. Avant de rentrer dans le détail de tous les formats qui ont un impact sur le type de gameplay, est-ce que vous saviez qu'il existe deux types de formats principaux dans Yu-Gi-Oh! On va avoir le construit avancé et le construit classique. La différence? Eh bien pour ça, il faut regarder du côté de la banlist. Dans le construit avancé, on prend la dernière banlist avec son lot de cartes bannies, semi-limitées ou limitées, alors que dans le format classique, on a une banlist un peu modifiée. Déjà pour commencer, il n'y a pas de cartes interdites. Vous avez bien entendu, dans ce format, vous pouvez jouer votre meilleur pot de cupidité. À la vôtre. En gros, c'est exactement la même chose que le format avancé, mais dans le classique, toutes les cartes interdites sont en un exemplaire. C'est plus un mode de jeu un peu nostalgique pour ceux qui veulent vraiment rejouer les cartes de leur enfance. En tournoi, en tout cas, ce serait juste, mais pas possible, parce qu'il y a des cartes vraiment, même à un exemplaire, qui sont beaucoup trop cheatées. Il y en a une qui m'a un petit peu trauma, c'est la Fiberja. Je vous mets une capture, je vous laisse lire les faits. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va donc s'attaquer à la première partie, les formats officiels en boutique. Pour cette vidéo, je vais principalement m'aider du site internet Format Library. Alors vous pouvez le traduire en français, hein, vous inquiétez pas, moi je vais le laisser en anglais parce que c'est plus simple de rechercher comme ça. Sur ce site, on va voir une liste de tous les formats populaires ou les autres formats qui existent au fil des ans dans Yu-Gi-Oh! Et ça, je trouve ça très intéressant d'avoir un site qui recense tout ça. Je remercie au passage Darkseb qui m'a donné le lien pour ce site et franchement ça va beaucoup m'aider pour cette vidéo. Donc vous voyez sur ce site qu'on a les formats principaux et populaires auprès de la communauté qui sont en tête de page et un peu en dessous on a tous les formats différents. Moi j'ai commencé vers ce niveau là, le format Striker, donc par rapport à la sortie de Sky Striker, l'assaut de l'air, en janvier 2019. En haut on a aussi différentes catégories sur le site. Il y a la partie deck qui va m'être plutôt utile pour vous montrer ce qui se jouait aux différentes époques de Yu-Gi-Oh! Par rapport au format. Les formats reconnus par Konami sont maintenant assez nombreux. Ça fait peu de temps maintenant qu'en boutique on peut avoir le choix entre différents types de tournois. Pour commencer on va avoir le local. Il est appelé sobrement comme ça. En gros, c'est le Yu-Gi-Oh! Basique où on applique la dernière banlist, où généralement c'est compétitif, ça dépend des boutiques et du niveau des joueurs. Mais à part le local, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un des formats les plus appréciés et populaires de la communauté, j'ai nommé le GOAT format. C'est un format très particulier qui se cale sur la banlist d'avril 2005 qui bloque en quelque sorte le jeu à cette période. À cette époque, pot de cupidité peut être joué en un exemplaire, et des élégants de charité côtoient des duos délinquants dans les decklists. Parmi les meilleures cartes de l'époque, on trouvait Métamorphose qui permettait de sortir votre meilleur renoncé aux yeux millénaires. Ça nous rajeunit pas trop tout ça, hein. Mais dans les MVP, on trouve aussi le bouc émissaire qui se prononce Scapegoat en anglais et qui donne indirectement pour certains son nom au format. Mais GOAT, ça veut aussi dire Greatest of All Time. Littéralement du coup le meilleur format de tous les temps. Enfin ça c'est pour une partie et certains joueurs de la communauté. Mais ils sont quand même très très nombreux. Niveau sortie à cette époque, on est en plein dans la nouvelle extension, le millénaire perdu. Alors je ferai peut-être pas une ouverture sur la chaîne tout de suite. Le premier prix scellé, bon. Donc le millénaire perdu est dans les boutiques, c'est donc le début de l'ère de GX. Pour finir, je vais vous montrer une decklist rétro de l'époque. Donc là, vous voyez que j'ai sous les yeux un deck qui s'appelle le Turbo KO, qui est assez présent dans les événements compétitifs GOAT, parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Et on retrouve vraiment des cartes, mais alors c'est la nostalgie. On a ici la Magicienne de la Foi en 2 exemplaires, le Dragon du Tonnerre en 3 exemplaires, le Soldat du Lustre Noir émissaire du commencement, Pot de Cupidité, Violent Orage qui permet de clean toutes les magies et pièges, c'est des deux côtés du board. Donc là vous voyez qu'il y a une petite decklist, je vais pas faire toutes les cartes parce que ce serait un peu long, et on a même des side decks avec des bonnes vieilles épées de révélation de la lumière, du contrôle mental, enfin vraiment toutes les cartes méta de l'époque et je trouve ça vachement intéressant. Pour faire une bonne transition avec les formats qui nous font remonter le temps, je vais vous parler du Time Wizard. Bon déjà il tient son nom de la fameuse petite carte du magicien du temps utilisée par Joey Wheeler. Le but du format Time Wizard c'est de se caler sur une date bien précise d'une banlist et tout simplement de reprendre l'état du jeu à ce moment-là. Par exemple, je vais demander la banlist d'octobre 2014, et bien l'état de la méta à ce moment-là, c'est
autour du deck Burning Abyss, Abyss Ardent, qui retourne complètement le côté compétitif du jeu. Mais il y a aussi les decks Monde Ténébreux et Shadow qui sont en plein boom niveau compétitif. Après, ce n'est qu'un exemple, vous pouvez très bien caler un Time Wizard sur la banlist qui vient de passer, donc celle qui date du 1er décembre 2022, RIP pour les joueurs tiers-montation d'ailleurs encore. Le but, vous l'aurez compris, c'est juste de remonter le temps à la manière du magicien du temps avec son petit bâton avec la tête de mort ou le château, où soit il retourne la game, soit il vous retourne vous. En tout cas, vous voyez que si on retourne sur format librairie et qu'on voit octobre 2014, il est illustré par Burning Abyss, qui est du coup le meilleur deck de ce format à ce moment-là, et quand on clique, ça va nous ouvrir une page avec des decklists populaires où on voit que les prédominantes sont Burning Abyss, Shadow, Yangtze et les Stellar Knights, c'est-à-dire les chevaliers constellés. Donc évidemment, si on clique sur Burning Abyss, ça va nous sortir une decklist compétitive à ce moment-là de l'époque, avec le nombre d'exemplaires de la carte, le type de carte, etc., etc. Si ça vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai le lien du site dans la description, et comme ça, vous pourrez aller checker des decklists qui vous intéressent d'une certaine époque. Et je pense comprendre que ce qu'il y a marqué en dessous de la carte, c'est-à-dire un exemplaire, c'est dans 100% des cas qu'il y a un exemplaire de cette carte dans les extra decks du deck Burning Abyss de l'époque. Donc c'est vraiment une histoire de statistiques. Toujours dans ce fil et dans cette continuité des formats qui vont tourner autour de banlists spécifiques, je vais vous parler du format Heart of the Underdog. Personnellement, c'est un de mes formats récents préférés. Tout simplement parce qu'il autorise une liberté énorme en termes de jeu. Pour commencer, il faut savoir que le nom de ce format est tiré d'une carte connue chez nous sous le nom de Cœur de l'opprimé. On la retrouve d'ailleurs, soit dit en passant, dans certains épisodes de la première saison de l'animé. En résumé, ce format permet aux boutiques de faire leur propre banlist. Alors ça peut paraître un peu long, mais justement les boutiques peuvent s'inspirer de certaines banlists déjà existantes et juste rayer les cartes qu'ils autorisent ou qu'ils relimitent en certain nombre d'exemplaires. Les possibilités sont donc très nombreuses, voire quasiment illimitées. Par exemple, la boutique où je vais jouer souvent propose un tournoi Heart of the Underdog où il n'y a tout simplement pas de méta, pas de hache, pas de staple, pas de deck méta du genre Kashtira, etc. Les derniers top tiers, on oublie complètement, ce qui fait que les joueurs débutants qui viennent de commencer le jeu ou alors qui proviennent de Master Duel et qui veulent s'y mettre en vrai peuvent commencer tranquillement sans trop se faire taper dessus par les gros decks. Donc évidemment, il n'y a pas vraiment de decklist pour illustrer ce format. Moi perso, en tout cas dans la boutique où je vais, si je devais jouer dans un format sans méta, je jouerais un truc du genre un deck burn avec Mikion, le seigneur du temps, ou le chaudron du vieillard en main. Voilà, parce que j'aime bien la burn et je trouve ça cool. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les formats originaux qui ne sont pas dépendants d'une banlist. Et donc, je vais vous parler du Common Charity. C'est un format très simple en termes de règles, vous allez voir. On ne peut tout simplement jouer qu'avec des communes. C'est-à-dire pas de rares, pas de super rares, pas d'ultra rares. Tout ce qui brille, vous oubliez. Désolé pour les pimpers de deck qui aiment bien jouer des ultis ou autres Starlight, mais là malheureusement, vous pourrez pas. Vous l'aurez compris, ça exclut donc d'office certaines cartes, et donc c'est un format qui a sa propre banlist naturellement. Par exemple, vous ne pourrez jamais jouer une baronne de fleurs qui n'existe actuellement qu'en ultra rare ou en collector rare. Mais ça donne aussi une méta bien particulière parce qu'elle va changer du tout au tout à chaque sortie, vu que toutes les sorties comportent un énorme lot de communes. Pour illustrer ça, du coup, cette fois-ci, je vais me rendre sur le site Yogo Pro Deck parce que sur format librairie, j'ai pas trop trouvé ce format bien particulier. Après tout, il est assez récent. Et je vais vous présenter du coup une decklist collée aux troupes, tout simplement parce qu'il y a un gars dans la boutique où je vais qui jouait un deck collé aux troupes en Common Charity, et franchement ça tournait assez vénère pour un deck fait que de communes, j'ai trouvé ça assez ouf. Et donc vous voyez que c'est clairement un deck Insector, insecte qui va tourner autour de grosses bestioles qu'on va invoquer par fusion. Regardez ça, un Ultra Beetrooper Hercule à 4000 de patates. Il y a un substitut d'Obélisque le Tourmenteur avec des effets encore plus craqués, et ça dérange personne dans un format où il n'y a que des communes. Moi je trouve ça incroyable. En tout cas, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de Yogo Pro Deck pour vous montrer et vous illustrer justement ces decklists. On continue, et on parle toujours de formats originaux, avec quelque chose qui nous provient tout droit de la saison 2 de l'animé Yu-Gi-Oh! C'est un format assez peu connu et joué, je veux parler du format Deck Master. Pour ceux qui se souviennent, à un moment de la saison 2, Yugi et ses amis sont piégés dans un espèce de monde virtuel à la Sword Art Online, et pour en sortir, ils vont devoir battre les boss de ce monde virtuel. Pour aider nos amis à combattre ces épreuves, le jeu les autorise à avoir une carte maîtresse qui sera tout le temps à leur côté, en dehors du deck, et qu'ils peuvent faire venir sur le terrain n'importe quand, et qui va avoir des capacités bien spécifiques qui sont différentes de ces effets de monstres habituels. Par exemple, la magicienne des ténèbres de Théa gagne la capacité suivante:
Pendant votre tour, vous pouvez révéler un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre de monstres dans votre cimetière, puis en ajouter une à votre main. C'est un tout petit peu craqué quand même. Vous vous rendez compte que ça fait un méga pot de la prospérité. Ce serait juste méga fumé en vrai quoi. Le ruling de ce format est un peu obscur, mais il y a clairement quelque chose à faire pour donner un peu d'exotisme à Yu-Gi-Oh! Ça a l'air comme ça génial sur le papier, mais malheureusement c'est un peu compliqué de trouver des decklists. Vous voyez d'ailleurs, j'ai tapé decklist Yu-Gi-Oh! Deckmaster et ça me propose que des decklists pour Master Duel, donc c'est un petit peu dommage, mais écoutez, je pense qu'un jour, peut-être ce format pourra faire un peu la différence et sortira du lot. Le prochain format est un petit peu technique, surtout pour les joueurs qui sont un peu des vieux de la vieille et qui ont connu ce format avant qu'il ne change de nom, parce que oui, ça peut arriver. Auparavant, il y a quelques années, on parlait du format Sneak Peek, comprenez un format de draft, c'est-à-dire que vous veniez en boutique, vous pouvez acheter 5 boosters de la dernière extension sortie, vous les craquez, vous vous faites un deck de fortune avec, et vous vous affrontez avec les autres joueurs pour essayer de finir premier et gagner un tapis de l'événement. Le gros problème de ce format, c'est que petit à petit, la communauté a commencé à pousser un bon gros coup de gueule pour dire que malheureusement, les joueurs qui tombaient sur les grosses ultras ou les grosses secrets, surtout staple des extensions, avaient un avantage considérable pendant ces sessions de draft. Il y avait aussi d'autres problèmes concernant le ruling des cartes qui venaient de sortir, comment être sûr qu'on applique correctement les effets et qu'il n'y aura pas de problème. C'est donc pour toutes ces raisons qu'à partir du 20 janvier 2020, Konami a décidé de supprimer le format Sneak Peek au profit d'un nouveau qui s'appelle maintenant le Core Booster Première. La dernière Sneak Peek connue tournait autour de l'extension Assaut de l'Ignition. D'ailleurs, à l'époque, si certains se rappellent, on avait certains types de produits comme les éditions spéciales qui contenaient 3 boosters et une carte promo. C'était en quelque sorte un petit peu fait pour ce type d'événement de sneak peek d'avant-première. C'était un pack dans lequel on avait un nombre de boosters donnés pour les craquer, pour faire un deck. Bon, vous savez tout en tout cas sur les sneak peeks. Pour quand même vous parler légèrement de son remplaçant, maintenant le Core Booster Première, en fait c'est un peu le même principe. En avant-première, vous pouvez une semaine avant la sortie de l'extension acheter 5 boosters, ce qui vous permet de participer à un tirage au sort organisé par la boutique pour gagner un beau tapis de l'extension qui vient de sortir. C'est un peu moins glamour parce qu'il n'y a pas le côté draft, on ouvre des paquets de cartes, on ne sait pas ce qu'on chope dedans et on s'affronte avec, mais ça reste quand même un geste assez cool vu qu'il y a un petit tapis à gagner. Pour continuer dans cette lignée de tournois qui dépendent de produits scellés un petit peu, eh bien je vais vous parler des avant-premières des sorties de decks de structure. On appelle ça très exactement les release events. À chaque fois qu'un deck de structure va arriver sur le marché, un nouveau deck de structure, et bien à ce moment-là, on va proposer aux joueurs d'acheter un exemplaire de ce deck pour chaque joueur, et ils vont tous s'affronter avec le même deck. Le plus récent pour illustrer ça, c'est le deck de structure Attention au Traptrix qui est sorti fin février, et justement pour accompagner ce release event, le joueur qui parvient à terminer premier de l'événement repartait avec ce tapis illustrant le structure deck Traptrix. Donc désolé, là j'ai dû zoomer, c'est un petit peu flou, mais vous voyez qu'à chaque fois il y a un tapis spécial fait en lien avec le deck de structure qu'on vous donne si vous terminez premier de l'événement, et ça c'est quand même vachement cool. Celui-là en plus pour le coup il est vraiment très très beau. C'est aussi un type d'événement plutôt équilibré, c'est ça qui fait sa popularité, parce que les joueurs commencent tous avec le même deck, avec les mêmes cartes, donc ce qui va faire la différence c'est le niveau de maîtrise du deck ou tout simplement le niveau des joueurs. Pour terminer avec le dernier type de tournoi en boutique, je vais vous parler des OTS Championship. Alors attention, là c'est du lourd, c'est tout simplement les tournois à haut niveau compétitif qu'on peut retrouver dans des duel centers, c'est-à-dire des boutiques en région. Dans ces tournois, il y a 4 places à gagner généralement pour le championnat d'Europe pour le top 4, c'est pour ça que généralement le niveau est assez élevé. Sinon, ce qui fait la différence par rapport à un tournoi classique, en plus des places pour les championnats internationaux, c'est le fait de pouvoir gagner un super tapis promo OTS Championship. Bon, il y a encore 2 autres types de formats qu'on peut retrouver en boutique, mais je vais pas trop vous en parler vu que je les trouve un petit peu inutiles. Tout ça pour dire que maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, et je vais vous parler des formats les plus appréciés et adorés par la communauté. Les formats de la communauté, on va bien les dissocier des formats de Konami, tout simplement parce qu'ils ne sont pas reconnus officiellement. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas jouables en tournoi. Je vais vous parler évidemment des plus connus et des plus appréciés, donc je vais pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais si j'en ai oublié des principaux ou des importants, ben, n'hésitez pas à me le dire justement dans les commentaires, ça m'intéresse. On va donc remonter le temps une nouvelle fois, on va se rendre en avril de l'année 2010. C'est à cette date que le format Edison prend ses racines. À cette époque, les decks populaires du moment sont les decks synchroplantes, protecteur du tombeau, aile noire, sabre X ou encore
plante, turbo pioche. Les ténèbres scintillantes viennent d'arriver en boutique et le moins qu'on puisse dire c'est que les synchros ont la cote. Bon déjà vous allez me dire un peu logique avec une boîte sur laquelle on voit le logo de 5DS et ce bon vieux Crow Hogan accompagné de son dragon aile sombre. C'est donc un format dans lequel énormément de synchros sont présents dans les extra decks. Pour l'anecdote, il faut savoir que ce format tire son nom de la ville d'Edison aux États-Unis, tout simplement parce qu'à l'époque, il y a un tournoi organisé là-bas, le tournoi Shonen Jump Championship. En termes de decklist, je vais vous montrer un deck aile noire pour faire un petit clin d'œil à Darkseid parce que je sais que c'est un de ses decks préférés. C'est lui qui m'a donné le site, donc je lui dois au moins bien ça. Donc vous voyez ici une petite decklist aile noire de 2010, de l'époque, où quand on se rend dans l'extra deck, on voit que c'est quasiment à 95% que du synchro. Ça c'est joué parce qu'à l'époque c'est trop fort, ça permet de fusionner avec des monstres sur le terrain de l'adversaire, donc évidemment c'est un peu free, c'est un peu le golem de lave ou la sphère d'aura de l'époque si vous préférez. On va faire un bond un peu en avant dans le temps de 4 ans et se rendre en avril 2014. Yu-Gi-Oh connaît une petite révolution à cette époque avec l'arrivée des Xyz dans le jeu. À ce moment-là, les magasins accueillent la dernière extension de l'ère Zexal, Origine Primitive, qui va introduire de nouvelles Xyz intéressantes dans le jeu. On va surtout retrouver dans cette extension des nouveaux archétypes comme Bujin ou Artefact. Et justement, cette époque, c'est celle du format HAT. H-A-T. Il tire son nom tout simplement de 3 archétypes mélangés qui dominent la méta à cette époque. Il s'agit de l'archétype Hand, Artefact et Traptrix. L'archétype Hand, pour ceux qui connaissent, ça fait référence aux mains de feu et mains de glace que je vous mets par exemple juste ici. C'est des monstres bien particuliers avec des effets qui vont se chercher l'un et l'autre. À l'époque, on se trouve dans une méta assez diversifiée où vont se côtoyer les decks Point de Feu, Roi de Feu, donc Monde Ténébreux, Dark World, Livre de Magie, Mermail, les Girgia, et donc ça fait vraiment une méta assez intéressante où pas mal de choses se rencontrent. Mais encore une fois, les boss à l'époque, pour vous montrer une petite decklist, c'est tout simplement le deck HAT avec les artefacts, les mains et un petit peu de Traptrix. Bon, le Max C, je sais pas si à l'époque il était autorisé, mais en tout cas, il faut savoir que c'est une carte craquée qui vous permet de piocher un à chaque fois que l'adversaire invoque spécialement un monstre. Le mec invoque SP 20 fois, vous piochez 20 cartes, bon ça vous donne une petite idée du côté débile du truc. La remontée du temps continue et on pose nos valises cette fois-ci dans l'année 2019. Année symbolique et nostalgique pour moi tout simplement parce que j'ai commencé le compétitif en boutique à ce moment-là. On est à l'apogée de Yu-Gi-Oh! Et c'est à ce moment-là que pour certains, c'est un des formats les plus équilibrés du jeu qui vient au monde. Je veux parler du format éternel. Beaucoup s'accordent pour dire que c'est la banlist d'avril 2019 sur laquelle les choses sont le plus intéressantes. Néo Tempête des Ténèbres et la boîte de booster qui arrive en fracas dans les boutiques à cette époque. La méta est représentée par 4 decks, pas un de plus, Orcuste, Dragon du Tonnerre, Assaut de l'air, et le plus fort à ce moment-là, Salamandre. C'est une année vraiment folle pour commencer à jouer parce qu'il y a eu l'arrivée de Nibiru dans les teens de 2019, mais c'était aussi l'année de sortie d'un des produits les plus incroyables pour commencer à jouer Yu-Gi-Oh! La boîte Duel Devastator dans laquelle vous aviez toutes les entraves du jeu de reprint au même endroit. Et ça, c'était vraiment incroyable. Encore une fois, j'ai pas réussi à trouver de decklist sur le site format Library. Du coup, je me suis rendu sur le site Yu-Gi-Oh! Top Deck, sur lequel j'ai réussi à trouver la decklist de Samir Bachar, que je salue si jamais il passe par là, on sait jamais, où il avait fait l'incroyable résultat de finir en top 8 du championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Avec le deck Salamandre. Donc malheureusement, on n'a pas les images sur ce site, mais ici, vous voyez qu'on a la decklist à l'époque de Samir, avec les quantités exactes des cartes, et je crois que le site est traduit en français. Hop, voilà, on va le remettre en anglais, c'est quand même un peu plus clair. Donc là, on voit qu'il y avait 2 haches, 3 fantasmés, 3 buffleurs de flammes, 3 Ghost Ogre, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, je laisserai le lien de ce site Yu-Gi-Oh! Top Deck en description. Il est très intéressant parce que vous pouvez retrouver toutes les decklists de tous les gros joueurs compétitifs qui ont fait des événements année après année. En parlant de decks qui font top en championnat du monde, ça permet d'ouvrir une petite parenthèse sur un format assez particulier, le format tiers 0. Sur le principe, c'est un format qui est généralement dominé entièrement par un seul deck. On vient d'en connaître un, selon mon point de vue, avec Tiermentation, précédemment le 1er décembre 2022. C'était un format complètement dominé par Tier. D'ailleurs, si on retourne faire un petit passage sur le site Format Librairie, eh bien on se rend compte que octobre 2022, de leur point de vue, c'était le moment où le format était dominé, c'était le format
tiers lament, donc tiers-mentation. Mais il y a comme ça plusieurs années qui ont connu des méta tiers 0. En 2008-2009, on avait la méta Dragon Armée des Ténèbres, ou DAD pour les intimes. En 2013, ce sont les Dragon Rulers qui faisaient leur loi. En 2015, on voit la méta Pot Artiste Pendule qui déboussole la méta. Et en 2017, c'est encore pire parce qu'il y a deux périodes dans cette année où il y a deux tiers 0 différents avec d'un côté les Espirales, et de l'autre les Zodiacs. Comment faire une vidéo qui parle de format sans vous donner des explications sur le seul format du jeu qui autorise un 2 contre 2? Je veux bien sûr parler du Tag Duel. C'est un format assez populaire dans la communauté qu'on retrouve assez souvent dans des événements officiels du style WCQ ou YCS. Il est popularisé à l'époque par le jeu vidéo Yu-Gi-Oh! Tag Force, et c'est un format quand même assez complexe parce que qui dit 2 fois plus de joueurs dit 2 fois plus de rolling et donc 2 fois plus de difficultés. Maintenant, on va aller dans les formats un peu plus obscurs et à ce moment-là, on va parler du Singleton. C'est un format assez spécifique où chaque carte n'est autorisée qu'en un seul exemplaire. Que ce soit dans le deck, l'extra ou le side, pas de doublon. Ce format n'est pas sans nous rappeler indirectement pour ceux qui connaissent le format Commander de Magic the Gathering. Le format Commander dans Magic, c'est un mode de jeu dans lequel vous avez un deck de 99 cartes et vous n'avez le droit qu'à un seul exemplaire de chaque carte. Chez nous, en tout cas, le Singleton, ça a l'air d'être un format assez compliqué à jouer, tout simplement parce qu'il n'existe pas de banlist dédiée à ce style. Et du coup, niveau decklist, c'est assez compliqué d'en trouver. Je vous souhaite bon courage si jamais vous voulez essayer, encore une fois, tester dans les sites que je vous laisse en description. Pour finir, on peut un petit peu parler de troisième partie, ça va être sur les formats inventés ou très appréciés par la communauté. Parmi eux, on va trouver le format Trinity qui tire son nom de Trinity Herovision, ce monstre fusion qui est vraiment fait pour l'OTK. Le but de ce format, c'est de complètement renverser le Yu-Gi-Oh! Qu'on connaît et d'implanter des mécaniques de jeu et des règles supplémentaires. C'est ça qui le rend très intéressant. Du coup, vous m'en voulez pas, mais je vais un petit peu lire ce qu'il contient parce que c'est très particulier. Dans ce format, vous avez une limite d'invocation, vous n'avez le droit qu'à 3 invocations de monstres maximum par tour, que ce soit normal ou spé. Vous n'avez le droit qu'à une seule copie de chaque carte dans le deck, donc ce n'est pas sans rappeler le Singleton. La taille du deck peut être entre 30 et 60 cartes et non pas 40 à 60, donc déjà vous pouvez avoir des decks beaucoup plus petits. Et là où ça fait la différence, c'est qu'il y a un système inédit de points qui fait l'originalité de ce format. Les cartes peuvent valoir 1 point, 0,5 points ou 0 points. Plus le deck que vous jouerez sera gros, plus vous aurez de points bonus. Il y a 1 point pour toutes les 5 cartes en plus des 30 de base. Pour un deck à 60, vous aurez donc 6 points supplémentaires. C'est un format où il y a des fois des tournois organisés et il est très populaire tout simplement parce que ça fait vivre leur meilleure vie aux joueurs nostalgiques. Dans les top decks de la méta, on va retrouver du Cyberdragon, du Héros, du Magidolls. On comprend tout de suite pourquoi ça peut plaire. Après, on va faire une mention honorable aux formats adorés de la communauté comme le Draft ou le Sealed Only. Ça, c'est des formats qui ont malheureusement disparu avec le temps ou qui sont vraiment faits en mode fun mais non officiel. Donc c'est évidemment à peu près la même chose que le format de Sneak Peek qui était une évolution de ces formats. Konami avait sorti et mis en avant plusieurs extensions entre 2012 et 2014 pour justement essayer de faire un format draft Yu-Gi-Oh! Officiel. Ces produits, ce sont les Battle Packs. Je vous mets quelques petites captures d'écran par-ci par-là. Il en existe seulement 3 des extensions de Battle Pack avec des boosters contenant 5 cartes. Le but est toujours le même, vous craquez les boosters et vous vous construisez un deck comme ça sur le taille, vous vous affrontez entre vous comme ça pour le plaisir. Le Sealed Only, c'est un format popularisé il y a peu de temps par Zulu et Gabriel Soucy qui ont fait des vidéos ensemble où ils partent d'un deck de structure et en achetant avec une limite de budget de 30 €, je crois que c'était à peu près par semaine, des boosters pour renforcer leur deck de structure et se réaffronter comme ça semaine après semaine et l'améliorer le mieux possible. C'est un format que je trouve hyper cool tout simplement parce que ça dépend un peu de la chance, il y a un peu de suspense et ça oblige à pas mal se creuser la tête pour build le deck le plus solide possible. Ça y est, on a enfin fait le tour de tous les formats principaux de Yu-Gi-Oh! Que ce soit officiel ou officieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, que en tout cas, ça vous a donné peut-être envie d'aller voir d'autres formats la prochaine fois que vous allez dans vos boutiques, que vous avez envie d'essayer d'autres choses, parce qu'après tout, Yu-Gi-Oh! Est un jeu très diversifié, dans lequel on peut vraiment beaucoup s'amuser, donc ce serait dommage de passer à côté de ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose, ou alors qu'elle a fait revenir en vous un petit shot de nostalgie, eh bien n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont aussi dans la description. Elle va être sacrément chargée cette description décidément. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.